Donc le but, oui, c'est de présenter rapidement un petit retour d'expérience au fur et à mesure des années sur une solution, alors, on appelle ça hybride, mais c'est complémentaire ou à usage transverse et parallèle de solutions à la fois open source et de solutions éditeurs à l'Eurométropole de Metz, sachant que le vrai cœur de tout ça, ça reste quand même la data aussi, même si c'est des outils qui utilisent cette data-là, et dont le but est d'avoir quand même un cœur et un noyau libre, puisqu'on a parlé de Postgre et de PostGIS, c'est que même les solutions éditeurs, aujourd'hui, on essaye de les intégrer avec les outils Postgre ou PostGIS. Donc voilà, on va vite fait présenter l'évolution du SIG dans la collectivité, la plateforme SIG hybride, puis après on s'arrêtera vite fait sur un petit cas concret lié à un développement qu'on avait fait en interne pour l'éclairage, pour le cœur de métier mobilité espace public, et qui est le détail de l'éclairage public. Donc bon, il y a une évolution au cours des années, hein, bien sûr. Le SIG a été très tôt à la ville de Metz, il était un petit peu plus tard à la métropole, mais la métropole s'étant créée un peu plus tard, c'est normal. Et il y avait quelques outils libres au départ, donc juste un petit peu de Joomla et de MapServer, quoique je ne sais même plus s'il était complètement libre. Et en 2012, on a eu une mutualisation. Donc, il n'y avait pas d'outils libres non plus côté Metz Métropole. Il y avait un petit peu d'utilisation donc de frameworks ou de libres à la ville de Metz, un petit peu d'usage de QGIS, d'ailleurs je ne vais pas citer là, mais aussi de l'ArcMap et des bases de données Oracle. Et à la ville de Metz commençait à se faire quand même l'utilisation de bases de données PostGIS et Postgre, et il y avait on voyait vite l'intérêt de partir sur ces usages-là. Donc on s'est vite posé la question de savoir, lors de la mutualisation, quels outils choisir. Alors les motivations du changement, c'était bien sûr faire des économies, essayer d'avoir quand même l'interopérabilité, une ouverture supplémentaire par rapport à ArcMap qu'on utilisait pour la carto. Il y avait QGIS qui était déjà un peu utilisé de notre côté. Alors du vôtre, je ne sais plus, je ne crois pas, non, pas du tout côté métropole. Et donc le but, c'était oui, de faire quelque chose de très efficient, d'efficace pour les métiers et qui coûte le moins possible, bien sûr, et avec les ressources qu'on avait à disposition. Donc on s'est interrogé sur, je ne sais pas ce que c'est ça, et on s'est interrogé sur les compétences techniques qu'on avait en interne, les usages qu'on avait déjà faits, et puis est-ce que ça valait le coup du coup d'essayer de partir complètement sur du libre, donc pour la partie SIG. Et au final, donc a été choisi donc une base de données en Postgres, des serveurs cartographiques, donc vous avez parlé avec GeoOrchestra sous GeoServer. On avait des compétences PHP, JavaScript, donc on a fait des développements de visualisateurs web aussi en interne, donc là vraiment développé complètement sur des briques libres, et on a choisi quand même de garder déjà à l'époque les deux éditeurs cartographiques, parce qu'il y avait des usages métiers qui étaient quand même plus facilités sur ArcMap. Alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure Monsieur Arsac, qui est bien les interfaces, la visualisation des interfaces et l'usage des interfaces qui ne sont pas toujours facilitants, ou des fois c'est plus des habitudes, mais bon, toujours au tir qu'il y avait des habitudes d'usage autour d'ArcMap et qu'on ne pouvait pas le supprimer complètement, rapidement. Donc voilà, on avait une architecture assez simple avec un géoserveur pour la diffusion de tout ce qui est cartographie, l'usage d'une base de données Postgres pour l'intégration des données, un serveur applicatif qui nous permettait justement de gérer des petites applications en PHP et en JavaScript sur un moteur Nginx. Pour justement le partage web des applications, et un autre serveur de données en fait lié vraiment à de la donnée purement géographique. Après ça c'est des schémas techniques. Pour l'usage externe, il y avait quand même une ressource de sécurité entre les deux. Donc ça, c'est tous les usages qu'on faisait directement
à partir de cette base de données centralisée, enfin de ces bases de données centralisées. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà... il y avait du Esri, il y avait du QGIS, il y a de l'AutoCAD. Nous, on avait nos développements internes faits sur des bases de briques libres. Il y a des échanges, bien sûr, avec tous les opérateurs qu'il peut y avoir externes, DataGouv, Data Grand Est, et puis d'autres plateformes. Donc tout ça, on a fait de 2012 à 2017, on a vraiment cherché. Alors là, on cherchait presque à être 100% libre. On a essayé d'atteindre cet objectif. On a vite vu que ça allait être assez compliqué, quand même, au vu des ressources qu'on avait en interne, que ce n'était pas forcément la politique aussi de la direction de vouloir faire du 100% libre. Donc, du coup, on a développé une grosse application d'éclairage public quand même, avec un accompagnement d'un acteur du libre qui est quand même assez connu, Oxlandia. Après, on s'est fait aider aussi par Camp2Camp un peu plus tard pour des migrations. Et après, on avait, grâce à ce premier développement, on a eu une autonomie, ce qui nous a permis de développer quand même aussi d'autres applications sur QGIS ou plein de plugins, en fait, des petits plugins facilitants pour les métiers. Et voilà, ce qui a permis d'avoir quand même, disons, une bonne efficacité, un SIG assez robuste, avec une équipe réduite, mais on a vite vu qu'on arrivait au bout en fait, de ce qu'on pouvait développer et maintenir, parce que tous les développements, après les métiers étant, souvent les développements étant faits sur mesure, ils sont très contents, mais ils en demandent, ils demandent souvent des particularités, et il faut arriver à maintenir tout ça, alors que ça soit en développement, en évolution ou en maintenance adaptative. Et du coup, ça nous laissait plus beaucoup de temps pour vraiment des nouvelles expérimentations d'outils, et puis de faire des choses un peu plus poussées. Et on voyait qu'il y avait des besoins qui, de plus en plus, étaient demandés par les métiers, donc notamment au niveau de la mobilité. Alors, on a fait des tentatives avec QField, mais ça n'a pas toujours abouti comme ils voulaient. Les publications cartographiques en push-bouton, ça aussi, on était un petit peu limité, même s'il y a des solutions, mais comme disait monsieur Arsac, c'est la problématique d'arriver à mettre toutes les briques ensemble rapidement, et alors que il y avait des outils qui existaient. Esri commençait à faire vraiment des gros packages simplifiés, voilà, pour faire de la cartographie directement sur ArcMap ou ArcGIS Pro, et de pouvoir déployer ça rapidement en un push-bouton. La gestion des droits n'était pas toujours évidente, donc ça aussi, ça nous a posé problème à certains moments. Et puis, après, il y avait tout ce qui était tableau de bord, analyse, qui demandait aussi à remettre d'autres briques supplémentaires, et à tester, à éprouver, à remettre en transversabilité avec les outils qu'on avait déjà, avec la plateforme SIG qu'on avait déjà. Donc tout ça, à terme, ça nous a... Et en parallèle, on faisait des usages de la plateforme ArcGIS Online, parce qu'ayant des abonnements en fait, éditeurs, ils nous donnaient accès à cette plateforme-là, ce qui nous permettait de tester aussi, bien sûr, toutes les nouveautés. Alors, bien sûr, c'est purement marketing, mais ça faisait le job nécessaire pour qu'on puisse éprouver un peu aussi les outils d'Esri. Donc, en 2021, on a, ayant eu... quelques débats sur le fait qu'on ne serait pas 100% SIG libre. On a essayé de se coordonner pour avoir justement un accès à Esri un peu plus poussé. Donc, on a intégré un ArcGIS Server en 2021. On a fait un sujet Quick Win pour voir justement les comparaisons en fait, qu'on pouvait faire des usages. Et après, on a fait une approche un peu étape par étape pour vraiment voir, essayer de cohabiter en fait tous ces systèmes-là ensemble, et puis d'éprouver les limites qu'on pouvait avoir d'interopérabilité entre ces outils, parce que les cartouches n'étant pas les mêmes, là c'est un peu technique, mais sur les bases Postgre, les cartouches n'étant pas les mêmes, il y avait des choses sous QGIS qu'on ne pouvait plus mettre à jour dès qu'on intégrait la cartouche SDE. Donc, ça demandait quand même un travail un petit peu supplémentaire pour que tout ça soit vraiment, réellement interopérable, sans qu'il y ait... avec une approche un peu plus technique, quoi.
Le but, c'était aussi, bien sûr, d'éviter, entre guillemets, une dette technique ou technologique, parce qu'on voit bien que les avancées d'Esri sont quand même rapides sur certains sujets, dont les dashboards, la mobilité, l'analyse data, enfin plein de choses qui existent, généralement en libre, mais voilà, toujours sous des briques qu'il faut arriver à remettre, alors que là, c'est un package complet. Donc là, voilà, on a fait, en gros, ça c'est le schéma du coup de l'environnement SIG global architecture 2023 qui est donc du coup complémentaire entre tout l'environnement éditeur et tout l'environnement open source, sachant qu'on a gardé du GeoServer qui est hyper facilitant en tout cas pour nous, pour la diffusion d'orthophotographie ou de choses comme ça, alors que on a eu des problèmes avec la solution éditeur pour faire ça plus facilement. Donc ça, c'est de toute façon une brique qu'on gardera quoi qu'il arrive, et on n'aura pas non plus du 100% éditeur. Voilà, donc après, ça, c'est des usages. Bien sûr, pour les tableaux de bord, on utilise la facilitation d'usage des outils Esri. Et voilà, ça, c'est l'application QGIS qui a été développée en interne. Bon, alors là, c'est des photos rapide. En gros, ça gère, les données ne sont peut-être pas tout à fait à jour, mais en gros, oui, c'est 50 tables, 20 000 points lumineux et aussi toutes les annexes qu'il y a derrière, 60 000 objets, des données en fait d'acteurs extérieurs qui sont intégrées dedans pour justement faciliter l'analyse et puis les évolutions à prendre en compte du patrimoine, et puis 22 utilisateurs qui effectivement n'ont pas besoin d'avoir de licence particulière pour l'usage directement de QGIS et qui ont quand même besoin de licences particulières pour après. Alors, pas pour visualiser les dashboards, mais pour ceux qui en font sur la plateforme Esri, là, ils sont obligés d'avoir des comptes spécifiques. Et après, on a ouvert en plus cette plateforme-là complètement sur une GMAO spécifique parce qu'on en avait besoin pour faciliter un peu tout ce qui est maintenance sans refaire des développements spécifiques sous QGIS. Et du coup, grâce à des API, en fait, on est connecté à un outil de Berger-Legros directement. Oui, c'est Attal, Berger-Legros, oui, c'est ça. Donc du coup, l'objectif de l'application, c'était bien de référencer de manière précise les réseaux de classe A au départ et avoir l'intégralité du patrimoine éclairage public, donc avec tous les détails qu'il y a. Les fonctionnalités principales qu'on avait mises sous QGIS initialement, c'était donc la visualisation globale du patrimoine, des analyses un peu poussées de réseau grâce à des petites fonctions Python qu'on avait écrites sous QGIS, et puis la gestion globale des données. Et après, on a rajouté des fonctionnalités complémentaires, alors des fois interopérables avec du libre et des fois pas. Par exemple, pour la gestion des TDICT, on passe par des réponses automatisées grâce à la plateforme de SoGeLink. Donc là, on paye quand même une API, on paye un lien vers cette API-là, mais qui coûte moins cher que si on l'avait fait sans cette API. Voilà, puis on utilise après, on utilise par contre GeoServer justement pour fournir les bonnes données via l'API et FME qui là, du coup, n'est pas libre, mais on aurait pu utiliser d'autres outils libres, sachant que pareil, FME, c'est un choix qui s'est fait parce que il y avait des compétences en interne, que le coût n'était pas excessif, mais bon, là, ça commence à augmenter. On verra la suite. Et puis les tableaux de bord Esri, comme je vous ai dit, pour la visualisation de données. Alors ça, quand même, ça c'est le pendant de la chose, c'est qu'on est quand même obligé d'avoir des bonnes connaissances en développement, enfin en tout cas initiales pour développer l'outil. Et donc là, il y avait des bonnes compétences, et grâce aussi à l'aide d'Oslandia, en Qt, en Python et en PGSQL, dans un environnement Eclipse qui a permis de développer complètement l'application. Sans ces ressources-là, si on avait fait faire une prestation extérieure, ça aurait peut-être été assez compliqué quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre les métiers et nous très rapidement, ou alors il faudrait une personne dédiée externe. Voilà, on a des cas. Alors, les avantages de l'utilisation de QGIS, ça a été bien sûr le coût réduit par rapport aux solutions prioritaires de l'époque. Alors là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est flexibilité de personnalisation réelle pour le métier, parce qu'il y avait vraiment des petites demandes qui auraient sincèrement, je pense, pas été prises dans le cadre d'une architecture plus générique.
Et puis, il y avait aucun frein à l'intégration avec d'autres outils open source et éditeurs, puisqu'on arrivait bien à être transverse entre tous. Donc voilà, la complémentarité, elle s'est faite par l'utilité des dashboards d'Esri, l'interaction FME et API Solid-Link, et puis le partage cartographique via ArcGIS Pro quand il y a besoin, puisque les données étant centralisées et réutilisables par n'importe quel outil de notre plateforme SIG, on peut vraiment utiliser les capacités de l'une ou l'autre des solutions assez facilement. Il y a des petits problèmes de feuilles de style, des fois, par contre, des petits désagréments sur la visualisation, mais bon, globalement, ça se passe bien. Donc les enjeux, c'était la formation globale des équipes, l'intégration, alors donc une formation générique qui a autant de pendant sur la partie livre que sur la partie éditeur, l'intégration et la maintenabilité et l'interopérabilité de toutes ces solutions-là, et puis donc du coup assurer une cohérence globale du SIG sans avoir besoin de faire des milliers d'allers-retours entre tous les bugs potentiels d'un système ou d'un autre. Donc les contraintes, c'est ça, c'est le support et la maintenance, elle est quand même limitée pour les outils open source. En tout cas, nous, c'est les expériences qu'on a eues. Alors après, il se peut qu'il y ait d'autres expériences très positives, mais dès qu'on rentre dans des cas vraiment particuliers, on sent quand même la difficulté et qu'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et c'est pas toujours évident. Il y a certaines fonctionnalités qui sont difficiles à mettre en œuvre et nous on utilise des matrices, c'est des décisionnels pour se dire est-ce qu'on part sur du libre ou est-ce qu'on part sur quelque chose d'éditeur qui répondra peut-être moins précisément mais qui sera quand même qui répondra à 80% des usages, on va dire. Donc voilà, on tranche à un moment donné. Et puis, on a une réflexion systématique aussi quand on part sur de l'éditeur, enfin sur des bouts éditeurs, sur le nombre de licences, comment ça va augmenter, et puis quels seront les usages potentiels si jamais le coût est vraiment trop élevé, de revenir en arrière avec alors je dis des usages dégradés, mais ça peut être des usages limités ou réinterprétés, quoi. C'est pas forcément dégradé. Voilà, puis en conclusion, les attentions particulières, mais bon là, je pense qu'elles sont valables pour n'importe quelle solution, que ce soit SIG ou pas, c'est dès qu'on fait des solutions hybrides, c'est le constat des limites en matière d'accompagnement et de pérennité, la complexité mise en place des spécificités métiers si on le fait sur du développement libre. Et puis voilà, l'obligation d'envisager les modalités d'usage alternatifs dans le cas où il y a des choses qui, sous couvert de géopolitique, de coûts, de droits, qui peuvent du coup poser problème à certains moments et où les solutions libres là sont effectivement la panacée pour se retourner et avoir quand même des solutions encore utilisables. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Si, il y a beaucoup de questions. Alors, si tu veux, je vais te reposer une sélection pour pas qu'on déborde trop. Exact. Oui. Pardon, j'ai dépassé de 3 minutes. Désolé. Non, c'est pas grave, mais il y en a une qui a été posée 2 fois. Et c'est une question à 1 000 € pour le coup. Existe-t-il, il y aurait quelle alternative d'ETL à FME Alors, à l'époque, il y avait GeoCuttle, je crois que c'était le nom, mais qui était quand même très spécialisé SIG. Et là, aujourd'hui, j'avoue qu'on ne s'est pas retourné vers d'autres solutions, donc je ne peux pas répondre comme ça. Ok. Bon, à l'écrit, on essaiera de donner un peu plus de pistes, effectivement. Mais, oui, on pourra compléter, bien sûr. Ok. Et je regarde rapidement. Il y en a une dernière. Esri est-elle la seule solution dashboard de la collectivité? Alors non, parce qu'aujourd'hui, on est parti aussi sur... alors pareil, c'était une solution éditeur. Alors là, c'est dommage qu'il n'y ait pas ma collègue parce qu'elle, elle connaît bien. Mais c'est aussi une solution payante, en fait. Et on est en train de l'exploiter, mais en usage limité.
Et les problématiques qu'on avait, en fait, l'avantage des dashboards d'Esri, c'est qu'ils sont facilement partageables sans licence, mais avec quand même la gestion de droits, et que c'était un peu plus compliqué avec l'autre solution qu'on avait qui était... Comment? Ouais, enfin c'est une extension de BO, mais j'ai plus le nom exact, mais qui est de toute façon quand même une solution éditeur payante.